ce chapitre va nous permettre d'aborder des activités de paramétrage et de mise en place de Teams. Tout d'abord, pour que Teams soit disponible pour un utilisateur, une licence doit lui avoir été attribuée. Attention, cette attribution de licence ne peut se faire que par un administrateur d'Office 365. Cette manipulation lui est réservée, donc vous ne pouvez pas l'exécuter vous-même si vous n'êtes pas administrateur. Lorsque je cherche à me connecter à Office 365, j'ai une proposition de toutes les applications auxquelles j'ai droit. Par exemple ici, dans l'exemple que nous avons sous les yeux, je peux accéder à Outlook, à Excel et à Teams. Pourquoi puis-je accéder à Teams? Parce que mon administrateur m'a attribué une licence de Teams. Pour cela, je vais me connecter comme administrateur et je vais dans les utilisateurs demander à voir la liste des utilisateurs actifs. Donc dans mon entreprise, eh bien, je retrouve Jean-François, je retrouve Fleur Dupommier et plusieurs autres personnes. Je vais sélectionner la ligne de Fleur Dupommier et je vais vérifier qu'une licence Teams lui est bien attribuée. Un volet sur la droite me propose la fiche complète de Fleur et je vois au niveau des licences de produits qu'elle a actuellement 2 licences qui lui sont attribuées, une licence Power BI et une licence Office 365 Business Essentials. Cette licence Business Essentials permet d'avoir toutes ces applications un peu complémentaires comme Yammer, Exchange et évidemment Teams. Si je clique sur l'option Modifier, je peux lui attribuer une nouvelle licence ou au contraire, lui enlever une licence déjà attribuée. Je développe les licences Business Essentials et je vois qu'on l'a autorisé à utiliser Kesala, Forms, Flow, etc. Et aussi Teams. Je vois que Teams est bien activé pour cette personne. Donc si je fais des modifications, bien sûr, il faudra les valider par enregistrer. Ici, comme tout est correct, je pourrais directement annuler. Une petite précision complémentaire, avant de conclure, il est indispensable qu'en plus de Teams, cet utilisateur se voit attribuer une licence SharePoint Online. Plan 1 ou plan 2, peu importe. Mais sans SharePoint Online, Teams ne pourrait pas fonctionner. SharePoint Online est bien prévu comme licence dans le plan Business Essentials. Donc maintenant, j'annule puisque tout est correct pour Fleur. En tant qu'administrateur, nous pouvons aussi accéder au centre d'administration de Teams. Donc attention, cette possibilité est réservée aux administrateurs. Les utilisateurs de base ne peuvent pas y avoir accès. Je me suis donc connecté à mon portail d'administration d'Office 365 et tout en bas de la liste des différentes options, je trouve l'accès au centre d'administration. Je développe cette liste et là, je peux accéder à l'administration des différents produits auxquels j'ai souscrit. Exchange, SharePoint, OneDrive, etc. et évidemment Teams. Donc, je vais sélectionner l'option Teams. Un nouvel onglet va s'ouvrir dans mon navigateur. Il va mettre un certain temps à se charger. Et là, j'arrive dans le centre d'administration de Microsoft Teams. L'écran d'accueil me propose un certain nombre d'options, essentiellement des liens vers des articles d'aide. Je peux effectuer une recherche d'utilisateur. Donc ici, dans la zone recherche utilisateur, je vais saisir F, L, voilà. Et on me propose l'utilisateur Fleur. Donc on pourra trouver toutes les personnes qui ont été membres d'une équipe ou propriétaires, bien sûr, d'une équipe. Je sélectionne Fleur et cela a pour effet de me renvoyer sur le menu utilisateur pour voir la fiche complète de Fleur. La voilà. Le point important
au-delà des quelques éléments statistiques comme l'activité des 7 derniers jours, c'est la question des stratégies affectées. Dans stratégies affectées, je vais pouvoir définir des stratégies de réunion, de messagerie, etc. Par défaut, c'est les stratégies globales qui sont utilisées. Stratégies globales, nous les retrouverons plus tard dans le menu stratégie de messagerie. Cette stratégie globale s'applique à tous les utilisateurs. Je peux éventuellement la développer, mais attention, si c'est le cas, si je développe stratégie globale de réunion, par exemple, ça me renvoie vers le menu réunion. Et là, je modifierai la stratégie globale, c'est-à-dire pour tous les utilisateurs. Je vais donc revenir en arrière à la page précédente. Et si je veux modifier les stratégies de réunion ou de messagerie pour Fleur, je dois cliquer le lien modifier. Et là, un volet va s'ouvrir sur la droite, me proposant des stratégies de réunion, de messagerie, etc. Si je développe messagerie, je peux le choisir un autre type. Je vais plutôt développer stratégie de réunion. Voilà, stratégie de réunion au lieu de global. Je peux prendre all on, tout sera autorisé, ou au contraire, all off, tout lui sera interdit. Si je choisissais all off, elle ne pourrait plus tenir de réunion, ni participer, ni générer une nouvelle réunion. Donc bien sûr, ici, je vais lui laisser l'option globale. Je vais fermer cette fenêtre, ce volet, par le bouton annuler. Si je sélectionne le menu stratégie de messagerie, je peux venir dans la stratégie globale, donc ça s'appliquera à tous les utilisateurs, et là, vous pourrez constater que par défaut, normalement, la première option, les propriétaires peuvent supprimer les messages et désactiver, et moi j'ai choisi de l'activer. Bien sûr, si vous modifiez un élément, n'oubliez pas tout en bas de valider votre modification par enregistrer. À partir du centre d'administration de Teams, nous pouvons aussi voir des tableaux de bord. Alors, attention, dans la page d'accueil proposée par défaut à l'ouverture du centre d'administration, nous sommes sur un affichage appelé tableau de bord. Cet affichage est assez limité dans ses possibilités. On a vu la recherche d'utilisateurs, des liens vers des articles d'aide. Vous avez aussi une zone appelée mise à niveau vers Teams. Cela concerne les gens qui passent de Skype for Business vers Teams, produit qui va remplacer Skype Entreprise Online. Donc nous ne sommes pas aujourd'hui concernés. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder l'aspect des rapports d'analyse. Nous avons une option dans le volet des affichages appelée Analytique et Rapports. Je vais donc sélectionner cette option. Je vais choisir un type de rapport. Par exemple, je souhaite l'activité des utilisateurs de Teams. Je choisis une plage de date, les 7 derniers jours, et j'exécute cette demande. Quelques instants sont nécessaires pour extraire les données, et là, je vois un tableau de bord qui me donne pour chaque utilisateur le nombre de messages, le nombre de conversations qui ont été initiées, la date de dernière activité, et un graphe qui correspond à ces différents éléments. Plus, bien sûr, un graphe pour le cumul. J'aurais pu demander dans signaler tout en haut la liste déroulante utilisation de Teams dans les 7 derniers jours, exécuter le rapport, et là j'ai globalement l'ensemble de l'utilisation qui a été faite de Teams. Alors vous avez aussi une autre option, je me contenterai de la signaler, qui s'appelle tableau de bord de qualité. Vous voyez qu'elle s'ouvrira dans un nouvel onglet, tout simplement parce que à côté du nom de l'option, on a un petit carré avec une flèche qui sort du carré. Donc,
ça ne sera pas visible dans le centre d'administration, mais dans un onglet nouveau. La qualité des appels va simplement mesurer la qualité technique de chaque appel, la vitesse notamment des différents flux de transmission. Donc ça sera plutôt réservé à des utilisateurs expérimentés. Et encore une fois, administrateurs. Le propriétaire d'une équipe peut, à son tour, effectuer le réglage d'un certain nombre de paramètres au niveau équipe. Je suis donc revenu dans Teams et bien sûr connecté en tant que Jean-François, propriétaire de l'équipe AdventureWorks Développement. J'ai sélectionné le nom de cette équipe et dans les différents onglets, je choisis l'onglet Paramètres. Je vais tout d'abord donner une image à cette équipe. Si les équipes sont nombreuses, ça peut être plus facile de bien les distinguer. Modifier l'image, télécharger une photo, je sélectionne le vélo, je l'ouvre, je vais enregistrer cette image, j'attends quelques instants et je peux maintenant fermer. Voilà, donc maintenant mon équipe est représentée par cette image. Je l'ai peut-être choisie un petit peu grande en taille, il faut toujours choisir des images petites. Autorisation des membres, je développe, je peux réenrouler l'image, voilà. Les membres de l'équipe peuvent-ils autoriser la création et mise à jour de canaux? Eh bien oui, par défaut. Si je décoche cette option, un membre de l'équipe ne pourra pas créer un canal. Un membre de l'équipe peut-il ajouter une application? Oui, par défaut. Si je décoche, il ne pourra plus. Voilà, un certain nombre d'options peuvent être désactivées par rapport au par défaut qui lui permet pratiquement de tout faire. Si je regarde dans les options qui sont proposées plus bas, j'ai des autorisations invitées. Alors, un invité, attention, pour que vous puissiez inviter dans une équipe une personne extérieure à l'entreprise, il suffirait de donner son adresse mail extérieure en tant que nouveau membre de l'équipe. Il faut que votre administrateur d'Office 365 ait autorisé la connexion de personnes extérieures à l'entreprise. Les mentions, mention. Et on a des mentions, équipe, canal qui permettent d'envoyer des messages à tous les membres de l'équipe ou à toutes les personnes qui participent à un canal. Vous pouvez autoriser ou interdire l'utilisation de ces mentions. Si vous générez un code équipe, voilà, code équipe, je vais demander à générer un code équipe. Toute personne qui donnerait dans la barre de recherche ce code équipe pourra se connecter à l'équipe. Enfin, les outils amusants, voilà, c'est les images GIF, c'est les GIFI, c'est-à-dire des images plus ou moins animées, des autocollants. Je ne vous recommande pas de les utiliser systématiquement, ça peut devenir assez perturbateur. Vous pourriez éventuellement interdire à cette équipe l'utilisation des GIFI, interdire l'utilisation des autocollants. Certains utilisateurs préfèrent interdire ces éléments qui opacifie un peu le contenu de votre message. En conclusion, je vous propose quelques réflexions sur la mise en place de Teams, l'objectif étant évidemment de réussir cette implantation de Teams. Tout d'abord, acquérir l'adhésion des utilisateurs. Faire en sorte que tous nos utilisateurs aient bien compris les objectifs poursuivis avec Teams, en aient bien assimilé le fonctionnement et s'intègrent parfaitement au sein des équipes. D'où la nécessité de la formation des utilisateurs, que chaque utilisateur ait pris le temps de prendre le produit bien en main, de trouver les bons outils à l'intérieur du produit qui correspondent à son besoin, et puis après les manipuler facilement, de façon fluide. Il faudra aussi s'attacher à démontrer les gains de temps. Grâce à ce réseau social mais orienté projet, on est en mesure maintenant de trouver à un endroit centralisé tous les fils de discussion, tous les documents
qui correspondent à la gestion d'un projet et au lieu d'être obligé de les rechercher à l'intérieur d'outils plus généralistes comme Outlook par exemple, où il sera nécessaire de procéder manuellement à des classements des documents. Donc le gain de temps est un élément nécessaire pour bien vendre aux utilisateurs l'utilité d'un logiciel comme Teams, des utilisateurs qui sont souvent surchargés, un peu débordés. Teams, c'est pas une contrainte supplémentaire, c'est au contraire un outil qui va leur permettre de travailler de façon plus rapide et plus fluide. Autre réflexion, c'est éviter la duplication d'outils. Alors, on prend un exemple très classique, c'est les fichiers. Vous avez un document Word, un document Excel, il est indispensable de bien prendre le pli, de les laisser à l'intérieur des bibliothèques partagées, celles de SharePoint, ou accessoirement celle de OneDrive. Il est exclu d'enregistrer nos fichiers sur mon poste utilisateur parce que je serais incapable de les synchroniser. Donc cet aspect duplication d'outils est souvent un écueil qui empêche de fonctionner correctement avec l'outil tel que Teams. Justement, duplication d'outils, il faut apprendre aussi à choisir le bon produit. Teams, c'est bien un aspect réseau social, mais c'est avant tout une aide à la gestion de projet. Teams est orienté vers le suivi d'un projet, donc une activité qui a un caractère éphémère, d'une équipe pluridisciplinaire que nous réunissons aujourd'hui et qui sera, à l'issue du projet, dissoute pour repartir chacun vers d'autres activités. Ainsi, Yammer, par exemple, va être dédié à un réseau social d'entreprise, c'est-à-dire réunit tous les membres de l'entreprise sans limite dans le temps, alors que Teams, c'est bien une sorte de gestion de projet. Teams, c'est bien aussi un réseau social, mais orienté gestion de projet. Donc le bon produit dans notre cas, ça sera Teams et ça ne sera pas Yammer. Évitons là aussi la duplication de produits ou le choix d'un produit moins adapté. Pour la mise en place de Teams, je vous conseillerais d'abord d'identifier les bons responsables d'équipe, c'est-à-dire les personnes qui ont le plus d'aptitude à avoir un bon relationnel avec tous les membres de l'équipe, qui auront aussi parfaitement pris en main le fonctionnement du logiciel et qui seront capables de conseiller les utilisateurs de l'équipe sur ce fonctionnement. Vous pourrez vous appuyer sur les plus motivés d'entre eux pour pouvoir créer une première équipe pilote qui permettra de valider le bon fonctionnement de l'application, notamment résoudre tous les problèmes éventuels de droit d'accès, par exemple. Et quand cette équipe pilote aura fait fonctionner un premier projet de premier canot à la satisfaction générale, alors vous pourrez le généraliser à l'ensemble de l'entreprise, tout en conservant bien sûr ce fonctionnement en mode projet. Et puis enfin, vous aurez aussi des activités d'évaluation. N'oubliez pas d'utiliser les rapports du centre d'administration pour diagnostiquer les statistiques de fonctionnement et notamment identifier des baisses d'activité qui pourraient cacher une prise en main de l'outil imparfaite, des dysfonctionnements qui pourraient inciter un certain nombre d'utilisateurs à tout simplement laisser tomber l'outil. Avec les statistiques du centre d'administration, vous pourrez tout de suite diagnostiquer les personnes, les utilisateurs qui seraient sur la voie d'un renoncement au produit. Alors après, il faudra apprendre à en connaître les causes. Ça peut être un manque de formation sur l'utilisation, ça peut être des questions de gestion d'équipe, de management d'équipe, et là on rentre dans un autre domaine, mais tout de suite en contrôlant, surtout au début de façon régulière, les statistiques d'utilisation par utilisateur, vous pourrez diagnostiquer des anomalies et le produit Teams qui ne remplirait pas correctement les attentes des utilisateurs. Alors, à partir de ça, je pense que Teams pourra devenir un outil tout à fait indispensable et sans doute complémentaire en tant que
réseau social, des outils de planification pure. Alors, je pense à Planner d'un côté, qui est un outil assez léger, et je pense aussi à MS Project, l'outil de planification, qui lui amènera plus de détails techniques, alors que Teams permettra de fédérer le relationnel à l'intérieur de votre équipe. Il me reste maintenant à vous souhaiter un bon fonctionnement avec Teams et une bonne mise en application de ce tutoriel.